All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. Lord John, the Tribunal Penal International for ex-Yugoslavia at UVIT. Please be seated. Good morning to everyone in and around this courtroom. Mr. Registrar, would you please call the case? Thank you and good morning, Your Honours. This is case number IT 0992T, the prosecutor versus Ratko Mladic. Le président, bonjour à toutes et à tous. Veuillez citer l'affaire, monsieur le greffier, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, bonjour, messieurs les juges. JT 0992T, le procureur contre Ratko Mladic. Le président, merci, monsieur le greffier. Pas de questions préliminaires. Donc, nous pouvons poursuivre avec le réquisitoire. Merci, monsieur Weber, c'est à vous. Merci, messieurs les juges. Hier, lorsque nous sommes arrêtés, nous avons abordé l'impact de la campagne et les effets que cette campagne a eu sur les enfants. C'est là où je vais reprendre aujourd'hui. En 1994, l'UNICEF a rapporté qu'au moins 40% des enfants de la ville avaient été touchés directement par des tireurs embusqués. 39% avaient vu devant leurs yeux un ou plusieurs membres de leur famille tués et 73% ont vu leur foyer attaqué ou pilonné. Confère pièce P 7171, page 9. Outre les tirs embusqués, la SRK a attaqué des civils dans une campagne de pilonnage qui a pris certaines formes, notamment des bombardements en masse qui ont tapissé la ville, la prise pour cible sporadique et intentionnelle de zones civiles avec simplement quelques obus et le déploiement de bombes aériennes modifiées. Les obus de la SRK n'ont épargné quasiment aucun quartier de la ville. L'accusation a fourni des exemples représentatifs de chacune de ces formes de pilonnage au paragraphe 922 à 1002 de son mémoire en clôture. Les obus de la SRK prenaient pour cible très souvent des quartiers résidentiels ou commerciaux. Les obus ont touché des hôpitaux et les personnes, alors que les personnes assistaient à des enterrements. Les mortiers de la SRK ont touché des civils lors de leurs activités, des activités quotidiennes de la population, en allant chercher de l'eau ou faisant la queue pour de l'eau, faisant leurs courses dans les marchés ou étant dans des longues files d'attente pour de la nourriture ou d'autres aides humanitaires. Les quartiers présidentiels, les mosquées et les sites culturels n'ont pas été épargnés non plus. Au lieu ou place de cela, ils ont été fortement endommagés par les bombardements de la VRS. Confère les exemples P1188, P6682 et P7683. Après des années de bombardements, de pilonnage avec des mortiers, des tirs d'artillerie et des roquettes, le général Mladic a accru la capacité destructrice de la SRK entre 1994 et 1995 en déployant des bombes aériennes modifiées qui ont été lancées de façon indiscriminée sur les quartiers résidentiels de la ville. Mladic et Perigic a conçu ces dispositifs et c'est Mladic personnellement qui a approuvé le lancement de ces derniers. L'accusation souhaite renvoyer la Chambre à ces éléments-là au paragraphe 749 à 753 de son mémoire en clôture. Même certains témoins à décharge ont reconnu l'impact terrible qu'a eu le pilonnage et les tirs embusqués de la VRS dirigés contre la population de la ville. Kecmanovic, à la page 23881, a confirmé. C'était de vivre avec ce sentiment que votre ville faisait l'objet de tirs d'obus de façon aléatoire qui semaient la terreur. GRM 097 à la page 40160 était d'accord pour dire que le général Mladic faisait usage de la terreur et l'utilisait comme arme en prenant pour cible des civils. Même l'expert de la défense Kovic a reconnu devant la Chambre, à la page 41 986, que l'effet de la campagne de Sarajevo était de terroriser la population.
Je veux maintenant passer aux mémoires en clôture de la défense. S'agissant de la campagne, dans son mémoire, et plus particulièrement au paragraphe 1327, 1741 et 1800 à 1848, la défense nie que la SRK ait commis l'un quelconque de ces actions et fournit un récit de la participation de l'accusé aux événements de Sarajevo. Dans un cas, c'est celui d'un héros qui a sauvé la ville et qui a à maintes reprises tenté d'assurer la sécurité des personnes se trouvant à Sarajevo. Et il s'est assuré, je cite, du bien-être des civils de Sarajevo. Ces déclarations sont très éloignées de la vérité. À l'appui de cela, la défense cite quelques exemples de la gentillesse de Mladic au cours de cette campagne. Alors, dans l'ordre, la défense avance au paragraphe 1803 à 1804 que le général Mladic a proposé l'ouverture de l'aéroport comme un geste de bonne volonté pour garantir le passage des convois d'aide humanitaire pour que ceux-ci puissent parvenir aux civils et a ordonné qu'aucune balle, pas une seule balle, ne devait être tirée sur l'aéroport. Ces arguments ne cadrent pas du tout avec les éléments de preuve en l'espèce qui montrent que Mladic et Karadzic n'ont cessé d'utiliser l'aide humanitaire comme instrument. Même après avoir remis le contrôle de l'aéroport à la Fort-Prenu, Karadzic a menacé des représentants officiels des Nations Unies au mois de septembre 1994 et a dit que dans le cas où l'embargo sur les armes serait levé, les Serbes prendraient en otage les casques bleus des Nations Unies, abattraient de nombreux avions. Est-ce que vous dites, le juge Moloto, dans le cas où l'embargo sur les armes serait levé? Monsieur Weber, tout à fait. Abattrait de nombreux avions et arrêterait tous les étrangers. Pièce P840. Plus tard, au cours du même mois, alors que Mladic se trouvait à Lukavica, la Fort-Prenu a rapporté que la VRS avait reçu des ordres au fin d'ouvrir le feu sur tous les aéronefs parce que Mladic souhaitait montrer sa détermination, car il souhaitait fermer l'aéroport et limiter restreindre la liberté de circulation. P629. Et ensuite, nous disposons d'éléments de preuve indiquant que la SRK a actuellement tiré sur des avions. Au mois de mars 1995, lorsque l'avion de Akashi a été tué par une mitrailleuse lourde après avoir atterri à l'aéroport. P872, paragraphe 99 et pièce à conviction P880. Cette description ne peut pas correspondre à la réponse du commandant de la SRK de Mladic, eu égard aux protestations contre les tirs embusqués délibérés contre les civils qui traversaient l'aéroport. Dans une telle réponse, Galic a clairement indiqué à Abdel Razek que si les civils continuaient à traverser l'aéroport de la sorte, de son côté, il continuerait à leur tirer dessus. P293, paragraphe 91 et 104. C'est précisément ce qui s'est passé. Lorsque les conditions étaient devenues désespérées pour les civils, ces derniers tentaient de passer la nuit et de traverser l'aéroport au début de l'année 1993. Et lorsque 5 à 30 civils ont été tués pendant la nuit par les forces de Galic, ceci a duré pendant 2 ou 3 mois. Le tir des civils traversant l'aéroport est abordé en détail au paragraphe 689 de mémoire en clôture de l'accusation. Ces éléments de preuve sont contraires également à ce qu'avance l'accusation au paragraphe 1836 s'agissant de la liberté de circulation des civils.
lorsque la défense dit que les civils de Sarajevo étaient, je cite, toujours autorisés, fin de citation, à circuler librement dans le territoire détenu par la SRK et à en sortir. Il n'y a jamais eu de blocus de la part de la SRK. La réalité sur le terrain était bien entendu différente. Le général Mladic en était fier. Comme l'indique la conversation téléphonique interceptée que nous avons évoquée plus tôt, lorsqu'il a dit qu'il avait bloqué Sarajevo de chaque côté. La ville était piégée, il n'y avait aucun moyen de sortir. La réalité des faits, c'est que la SRK avait bloqué toutes les routes entrant ou sortant de Sarajevo. Comme je l'ai déjà dit, les civils étaient nombreux à traverser l'aéroport. Ils tentaient désespérément d'avoir accès à la liberté et la SRK leur a tiré dessus avec des mitrailleuses. Ils devaient accéder par l'intermédiaire d'un tunnel étroit qui a été finalement construit sous l'aéroport et dont l'accès était restreint. Et donc, il était difficile de passer par ce tunnel. Comme l'a dit la défense, le témoin à décharge Radojevic lui-même à la page 23112. Le manque de liberté de circulation des civils de Sarajevo est également contredit par nombre d'ordres de la VRS, notamment les propres directives de Mladic, qui à maintes reprises ont ordonné à la SRK d'empêcher que la ville ne soit débloquée et qu'il s'agissait de resserrer le cercle. Il y a d'autres exemples comme celles qui apparaissent maintenant sur cette diapositive. Il s'agit de la pièce P6523. Un ordre de la SRK portant mission datée du mois d'avril 1994, où Galic donne des instructions aux unités de la SRK, et je cite, de fortifier les positions autour de Sarajevo en érigeant des barrières en béton et en barbelés, ce qui permet de renforcer l'idée qu'ils sont vraiment bloqués, entre parenthèses, dans un camp. Fin de citation. Cette mission s'appliquait visiblement à la fois aux militaires et aux civils qui se trouvaient au sein du cercle créé par la SRK. Comme l'a dit le colonel Dragicevic, il était impossible d'encercler les forces de la BIH sans pour autant encercler les civils, pour tenter que la SRK a tenté de le faire. Ce qui a provoqué ce sentiment pour les civils de se trouver à l'intérieur d'un camp, compte tenu de ces barrières en béton et en fil de fer barbelé. Page 23 776 à 78. La défense affirme de façon tout à fait incroyable, paragraphe 1817, que Mladic n'étayez pas cela, n'appuyez pas cela, ne donnez pas des ordres pour entraver le passage des convois militaires. Cette Chambre a entendu de nombreux éléments de preuve indiquant le contraire. Mladic contrôlait et a délibérément manipulé l'approvisionnement d'aide humanitaire et des services publics pendant toute la durée de la campagne, afin de restreindre l'approvisionnement d'aide humanitaire au sein de la ville de Sarajevo. D'après Banbury, la VRS a exercé un contrôle total sur les convois des Nations Unies et le général Mladic a fortement entravé l'approvisionnement de cette aide humanitaire. Fraser a indiqué que Mladic a régulièrement limité l'entrée de ces convois humanitaires et a décrit Mladic qui disait que ces convois devaient être utilisés comme des pions. Et lorsque ces personnes à l'intérieur de la ville n'auraient plus de nourriture, d'eau, de carburant, cela me permettra de leur montrer qui contrôle les choses ici. Et à ce moment-là, il laissait passer un convoi. P576, paragraphe 137. Un autre exemple qu'a fourni Fraser, lorsque Mladic a menacé de limiter l'entrée des convois à Sarajevo, si aucune excuse n'était fournie par l'OTAN pour ces frappes aériennes. Lorsqu'il n'y a pas eu d'excuse, Mladic a fermé tous les postes de contrôle menant à Sarajevo. Page du compte-rendu d'audience 5774.
La défense avance ensuite au paragraphe 1827 à 1829 de son mémoire en clôture que le général Mladic a entrepris toutes les actions nécessaires pour s'assurer que la ville de Sarajevo était approvisionnée en eau, en gaz et en électricité, et que aucun ordre n'a été donné pour que soient coupés ces services dans les zones détenues par l'ABIH, les quartiers détenus par l'ABIH à Sarajevo. Ces affirmations de la défense sont contredites par les nombreux éléments de preuve en l'espèce. Mladic lui-même a donné ses ordres, et vous avez à l'écran un ordre de ce type. Il s'agit de la pièce P 7406. Le général Mladic a sans équivoque ordonné stopper immédiatement l'approvisionnement en eau, électricité et gaz au quartier musulman de Sarajevo. Donc des ordres ont été effectivement donnés et ces ordres émanaient de l'accusé. Également, tout à chacun comprenait comment la VRS utilisait les services publics de Sarajevo. Même des représentants officiels qui se trouvaient sur place, des bosno-serbes, par exemple à la pièce P 6714, l'assemblée de la ville, l'assemblée serbe de la ville de Sarajevo s'est plaint auprès de représentants officiels de l'ARS sur les dégâts provoqués au niveau des foyers serbes. Et comment ceci avait un effet négatif sur les foyers serbes, c'est-à-dire qu'il s'agissait de faire baisser la tension et ensuite de faire remonter la tension dans toute l'ex-Bosnie-Herzégovine. Le fait de couper l'eau, l'électricité et le gaz. De même, Mladic a maintes reprises proposé de démilitariser Sarajevo et de placer des armes lourdes sous le contrôle de la Force-Pronu. Ceci n'est pas exact. Paragraphe 1809 du mémoire de la défense. Cette affirmation est invalidée par les circonstances en l'espèce qui comprennent que des ordres ont été donnés qui ne correspondaient pas parce que des armes ont été réinstallées et montrent que ces propositions n'avaient pas été faites de bonne foi. Les éléments montrent que l'état-major principal était d'accord sur les zones d'exclusion totale, car il s'agissait de concessions nombreuses au plan humanitaire et militaire pour éviter que l'OTAN n'attaque à nouveau attaque contre le marché suite à l'événement de Marcalais 1. Les moyens de preuve montrent également que le corps serbe Romania n'avait pas l'intention de mettre en œuvre cette zone d'exclusion totale, comme c'est montré par des ordres internes, puisqu'il planifiait de retirer des armes lourdes qui n'étaient pas opérationnelles, alors qu'ils avaient en même temps l'intention de cacher les autres armes lourdes qui étaient opérationnelles. Les autres émanant de l'état-major principal et du SRK est dit expressément que s'il s'agissait d'une tactique de diversion. Et c'était en 1994. La référence pour cela est P730 et P4428 également. Un autre exemple, P2249, où il est montré qu'il fallait donner l'impression aux observateurs militaires qu'ils étaient en train de retirer leurs armes lourdes. De plus, la diminution du pilonnage après le pilonnage Marcalais 1 était accompagné par le fait que les tirs isolés ont été intensifiés. Et le 19 mars 1994, les tirs isolés se sont intensifiés dans la ville. Thomas et le témoin RM 163 ont tous les deux témoigné qu'après la création de la zone d'exclusion totale, les tirs isolés se sont intensifiés et ont devenu une composante importante de la campagne. Donc, le RSK a eu recours à des tirs isolés contre la population civile, puisqu'ils ne pouvaient pas provisoirement avoir l'avantage d'utiliser leurs armes lourdes. Et
La défense donc cite les ordres du VRS de différentes parties de leur mémoire en clôture et affirme que ces ordres étaient en quelque sorte des ordres à disculper l'accusé. Par exemple, au paragraphe 24-37 de leur mémoire en clôture, la défense dit que Mladic a strictement interdit toutes les offensives et a fait mettre en œuvre l'interdiction totale de prendre pour cible des civils. Et c'est dans la pièce P 812. C'est un ordre sur lequel la défense se fonde dans son mémoire en clôture pour dire que Mladic a instauré l'interdiction absolue des offensives et de prendre pour cible des civils. Regardez le texte de l'ordre sous point 2, il est dit que toutes les actions d'offensive doivent être entreprises avec l'approbation de l'état-major principal, et au point 3, Mladic dit qu'il faut interdire de tirer sur les civils sans mon approbation. Le général Smith, à la page 7462, a dit de façon succincte que lorsque tout était fondé sur l'approbation du commandement supérieur, ce n'est pas la même chose lorsqu'on dit que quelque chose est interdit. Il ne s'agit pas des interdictions complètes et il ne s'agit pas d'ordre de nature à disculper l'accusé. Cela montre que l'approbation de Mladic était nécessaire pour tirer sur des civils à Sarajevo et le VRS fonctionnait de cette façon-là. Et ce type d'ordre sont traités plus en détail dans les paragraphes 637 à 644 et 646 à 650 de notre mémoire en clôture. Comme on peut voir dans ces parties de notre mémoire en clôture, les documents sur lesquels la défense se fonde sont les documents qui montre, comme l'a dit, modifier la campagne ou tenter de nier ou de rejeter les critiques de la communauté internationale. Bien que la défense essaye décrire l'accusé en tant qu'un homme gentil qui se soucie des civils, l'accusation a montré que les moyens de preuve démontrent quelque chose qui est tout à fait contraire. Comme l'a dit, par exemple, s'est vanté pendant un entretien enregistré en disant à chaque fois que je viens à Sarajevo, je tue quelqu'un au passage. C'est pour ça que la circulation dans les questions de Sarajevo était perturbée, des tirs isolés. Je vais là-bas, mais pour abattre les Turcs, mais on s'en fiche. C'est P 1974. Donc, Mladic ne se souciait pas du bien-être des musulmans à Sarajevo. Il l'a dit lui-même. Harland a expliqué aux pages 724 et 725 qu'il y avait un lien direct entre les déclarations du général Mladic et de ce qui se passait sur le terrain. Donc, d'après ce que Mladic lui-même a dit, et d'après ce qu'il a fait lorsqu'il dirigeait les attaques sur les quartiers civils de Sarajevo, il n'est pas étonnant de voir que la vie des civils à Sarajevo, selon Bambari, était presque insupportable. En décrivant l'accusé en tant qu'un commandant bienveillant qui contrôlait parfaitement les tirs du SRK en les limitant et qui s'assurait que tout le monde puisse se déplacer en liberté, la défense met l'accent sur la description du SRK en le démontrant en tant qu'une force réactionnaire qui n'avait pas beaucoup de moyens à sa disposition. Et ces arguments nous amènent à la conclusion où ils veulent que vous arriviez à la conclusion que Mladic se procédait en bon samaritain en utilisant peu de moyens qui étaient à la disposition du SRK. Mais il s'agit de la description qui ne tient pas la route. En fait, au paragraphe 17-14, lorsque la défense a essayé de dire que le SRK se trouvait en position désavantageuse par rapport à l'armée de Bosnie-Herzégovine, donc il se trompe lorsqu'il dit que
la création du SRK était la réponse à l'établissement de l'armée bosnie-herzégovine à Sarajevo. Il se fonde sur l'expertise de l'expert Kovac. Pourtant, Kovac, expert militaire, ne pouvait même pas donc obtenir des informations de base pour ce qui est de la création des forces opposées. À la page 41 650, on lui a montré la pièce P76-76. C'est un ordre montrant que l'armée bosnie-herzégovine a été en fait créée après la création du SRK et non pas l'inverse. Contrairement aux affirmations de la défense au paragraphe 17.11 et 17.12, ainsi qu'au paragraphe 17.17 et jusqu'à 17.25, le SRK n'était pas le corps qui était en sous-effectif ou qui n'était pas suffisamment instruit, suffisamment équipé par rapport aux forces de l'armée bosnie-herzégovine. C'est à la page du compte-rendu 40.08 et 40.11. Le général Wilson a dit que le SRK était très bien équipé, très bien organisé et combattait de façon professionnelle. Et c'est également le point de vue du SRK. C'est la pièce P6543. En janvier 1995, le général Milosevic a félicité la première brigade d'infanterie de Romania parce que pendant tous ces succès, pendant les activités de combat, cette brigade a eu beaucoup de succès en montrant qu'elle était très bien organisée et efficace. En comparaison avec l'armée BIH, le premier corps de l'armée BIH à Sarajevo, ces forces étaient mal équipées et désorganisées. Le général Wilson a décrit les forces de l'armée BH à la page 39-22 et 39-22 comme des éléments incontrôlés au début de la guerre et qu'il ne s'agissait pas d'une force militaire compétente. Bien que la situation dans l'armée BIH s'était améliorée pendant la guerre, Konings a dit que même en 1995, l'armée BIH n'était toujours pas une armée professionnelle. C'est la pièce P 1741, paragraphe 28. Et contrairement à ce que la défense a soutenu, le SRK et le MOUP de la RS pendant le conflit étaient très bien conscients du fait que l'armée BIH était une force inférieure par rapport à leur propre force. Par exemple, en 1993, Desmir Sharinat, membre de la première brigade motorisée, c'est la pièce P67-90, a rapporté que la discipline dans les rangs de l'armée BIH n'existe pas, que des hommes n'obéissent pas, ne disposent pas d'uniforme. La pièce P67-69, le MOUP de la RS a rapporté cette même année que les forces de l'armée BIH sont désorganisées, qu'ils n'ont pas suffisamment de matériel et qu'ils n'ont rien pour offrir une résistance aux unités de la VRS beaucoup mieux armées. Et en 1995, le colonel Marco Lugonia du SRK a rapporté, et c'est la pièce D1273, que l'armée BIH est pas fiable en combat et très faible en combat. Également, contrairement aux affirmations de la défense, le SRK possédait des armes supérieures par rapport aux armes disposées par l'armée BIH, et c'est un fait qui a été confirmé par les témoins de la défense aussi. Kecmanovic, dans sa déclaration, page du compte 23 868 et 72, a dit que l'artillerie serbe était supérieure par rapport à l'artillerie de l'armée bosnie-herzégovine. Le général Milovanovic, qui était le subordonné immédiat de l'accusé, a dit, page 17101 et 17102, que le SRK avait un avantage pour ce qui est des armes lourdes. Et l'expert de la défense Kovic a déclaré dans son rapport, page 62 de la pièce D1369, que les Serbes avaient cet avantage en armes lourdes à Sarajevo jusqu'à la fin de la guerre. Finalement, Desmir Sharinat, qu'on a déjà mentionné, a dit à la page 26179 que, je cite, il était bien connu, fin de citation, que l'armée BIH manquait de munitions et d'armes.
cette différence qui existait entre la quantité limitée d'armes dans la ville même et la quantité des armes lourdes disposées par le SRK sur les collines environnantes est très bien décrite par un pompier volontaire, par John Jordan, qui a dit que la situation à Sarajevo était telle que la violence était tombée sur la ville en pelle et provenait de la ville en cuillère. Compte rendu 18-24. Le SRK, ce que la défense a dit, à aucun moment du conflit n'a utilisé des tireurs embusqués, ce qui n'est pas exact du tout, puisqu'il y a des preuves qui démontrent que des activités des tireurs embusqués faisaient partie des efforts centralisés organisés pour prendre pour cible de la population civile. Par exemple, le VRS a discuté de ces tireurs embusqués dans un rapport d'aptitude au combat de la VRS de 1992, pièce P33-8 à la page 10, dans la section portant sur le commandement et le contrôle. La formation organisée des éclaireurs et des tireurs embusqués est décrite comme l'une des éléments importants pour l'aptitude au combat de l'armée, pièce P 677. Et cela va apparaître à l'écran. Il s'agit du programme de l'état-major principal de la VRS de 1995 concernant les tireurs embusqués qui montre quel était le rôle de l'état-major principal. C'était un rôle central pour ce qui est de la formation des tireurs embusqués. Au début du document, l'état-major principal dit qu'au niveau du corps, il y a des cours organisés pour former les tireurs embusqués à plusieurs reprises par an. Et cette formation régulière pour les tireurs embusqués sur un niveau professionnel élevé. Il y avait la formation pour ce qui est de cet domaine, y compris l'effet des tirs embusqués sur la zone peuplée. Donc c'est ce que montrent ces documents, mais il y est montré également que l'état-major principal surveillait et s'assurait que les tireurs embusqués du SRK donc, maintiennent cette capacité meurtrière. Le fait que les brigades du SRK possédaient des tireurs embusqués formés et continuent à les former pendant la campagne et parfois quelque chose que vous pouvez voir dans des documents provenant des brigades du SRK. Par exemple, la première brigade de Romania avait formé des tireurs embusqués depuis le début de la guerre, P65-43. La même brigade a rapporté le 29 octobre 1993 que, je cite, pendant le printemps, tous les tireurs embusqués ont été formés au sein des unités inférieures, pièce P676. Le témoin de la défense, Vlade Lucic, l'ancien membre de la première brigade de Romania, a même admis que sa brigade avait des tireurs embusqués pour chacune des formations. C'est la pièce D658, paragraphe 25. La défense a également dit au paragraphe 2100 de son mémoire en clôture que, je cite, il n'y avait jamais d'ordre pour tirer sur les civils par les tireurs embusqués, fin de citation, et qu'aucun membre du RSK n'a jamais reçu d'ordre à cet effet. Ces arguments n'ont aucun sens dans le contexte que Mladic, en mars 1995, a dit au général Smith que les activités de tireurs embusqués du SRK étaient augmentées, sur les civils étaient augmentées, et en réponse aux pertes essuyées par le SRK lors d'une attaque lancée par l'armée BIHP 876, page 4, page du compte rendu 82. En mars 1995, pièce 7809, une patrouille des observateurs militaires des Nations Unies était présente au moment où le commandant d'un bataillon de la brigade de Romania ordonné à ses subordonnés d'ouvrir le feu sur tout ce qui bouge. Dans la PSP 78-10, on peut voir que la même patrouille des observateurs militaires des Nations Unies a confirmé que les soldats sur le front ont agi en conformité avec l'ordre de ce commandant de bataillon. Ils ont dit aux observateurs militaires qu'ils ouvriraient le feu sur tout ce qui bouge
cela voulait dire sur les femmes et sur les enfants aussi. La défense doit essayer de éviter d'accepter le fait que les RSK possédaient des tireurs embusqués pendant la campagne, puisque la défense ne dispose pas de justification de la façon à laquelle cela a été utilisé par le RSK. Comme Bambury a dit, il n'y avait aucune raison pour que les Serbes tirent des tireurs embusqués sur Sarajevo. Il n'y avait pas de cible militaire là-bas, en soulignant le fait que les civils, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées, étaient les victimes régulières de ces tirs embusqués. Van der Vande a expliqué que l'effet des tirs embusqués était l'effet direct sur la victime et sur les gens qui étaient dans leur proximité, mais il faut savoir également que cela avait une incidence sur tout le monde, puisque, mis à part l'angoisse de ne pas savoir, parce qu'il s'agissait de l'angoisse de ne pas savoir quand exactement où les tueurs embusqués vont tirer. En d'autres termes, donc la seule explication pour les tirs embusqués du SRK sur les civils était qu'ils essayaient de semer la terreur parmi la population civile. L'accusation va maintenant aborder la question concernant un pilonnage qui n'est pas un fait répertorié, que la défense a soulevé à plusieurs reprises dans son mémoire en clôture. Il s'agit du pilonnage dans la rue Vasemiskina le 27 mai 1992. Comme dans d'autres exemples, la théorie de la défense, pour ce qui est de ce pilonnage, n'est pas claire. Ils hésitent entre la théorie du complot qui n'était pas corroborée, ensuite du fait que l'explosion a été montée et que l'engin explosif était posé. Et contrairement aux affirmations de la défense au paragraphe 1885 et 1905 du mémoire en clôture, le pilonnage des gens qui faisaient la queue pour le pain dans la rue Vasemiskina, qui ne fait pas partie du fait répertorié G1 et c'est admis par la défense à la page du compte rendu 39 134. Pour ce qui est de ce pilonnage, la défense s'est fondée sur le témoignage d'un ancien membre du SRK Bukva, paragraphe 1869, qui a dit que le pilonnage dans la rue Vasemiskina et les informations là-dessus étaient fondées sur les renseignements d'une source inconnue, selon laquelle les autorités de BH ont donc mis en scène cet événement en posant cet engin explosif, et cela n'est pas corroboré, cela a été contredit à un endroit 5 pages plus loin dans le mémoire de la défense, où la défense en fait dit et se contredisent en disant que cette explosion ne pouvait être causée que par un projectile entrant. Et dans cette discussion, la défense a quitté sa théorie précédente concernant la pose de l'engin explosif et ils essayent de dire que tous les points de tir se trouvaient sur le territoire de l'armée bosnie-herzégovine sur la base de la thèse qu'il s'agissait de l'angle de chute de 83 ou 84 degrés. Dans cette discussion, il fait abstraction de ce qui s'est passé lors du témoignage de Mme Subotic en prétoire. À cet égard, l'avis de Subotic a été mis au jour aux pages 39 587 à 39 602 du fait de son aveu que le coauteur a délibérément modifié une photo du dossier d'enquête pour faire en sorte que le cratère apparaisse comme parfaitement sphérique, ce qui est compatible avec un angle élevé. Selon elle, il n'y a pas eu d'enquête sur site à l'époque, ce qui est répété au paragraphe 1899 du mémoire de la défense, et c'est erroné. Le rapport indique sans ambiguïté qu'il y a eu une enquête sur les lieux peu après le pilonnage. Ce même rapport, qui n'est pas cité dans Subotic, dément sa théorie de tir vertical et montre que
le projectile a été tiré d'une grande distance. Finalement, Subotic, à la page 39609, a reconnu que l'angle de chute était bien plus bas que les 83 degrés qu'elle avait cherché initialement à vendre à cette chambre. Le juge Flügge demande à ce que l'orateur ralentisse pour les interprètes. The defense brief relies on Le mémoire de la défense se fonde sur le rapport de Subotic comme si rien de tout cela ne s'était produit. Le Président, je pense que vous avez donné votre texte à la sténodactylo à l'avance et il faudrait que vous repreniez à partir de Subotic a déclaré qu'elle était au courant, mais n'a fait aucune référence à cela dans son avis. Si vous reprenez là-bas, il est possible que oui, il se peut que rien ne manque ou rien ne soit ajouté aux propos que vous avez effectivement tenus en audience. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de D1243, ce même rapport d'enquête dont Subotic a dit avoir connaissance, mais auquel elle n'a pas fait référence dans son avis, dans D2117, remettait en question sa théorie du projectile à chute verticale et a démontré que le projectile avait été tiré d'une distance bien plus grande. Finalement, à la page 39609, Subotic a reconnu que l'angle de chute était bien inférieur aux 83 degrés qu'elle avait dans un premier temps cherché à présenter à cette chambre. Le mémoire de la défense se fonde sur le rapport de Subotic comme si tout cela ne s'était pas produit. La théorie du tir vertical de Subotic qui aurait exigé que le tir était effectué près du point d'impact est également démentie par le fait que les survivants et les témoins survivants qui attendaient et faisaient la queue n'ont pas entendu un tir sortant avant l'arrivée de l'obus. Cela peut également être trouvé au D1243. Au paragraphe 1997 de sa mémoire, la défense analyse les écoutes téléphoniques dans le contexte du pilonnage de Vasé Mieskina et indique que cela allait à l'encontre des ordres de Mladic, mais la défense ne parle pas du passage où Gagovic est informé du pilonnage qui vient de ses propres forces de la SRK sur Trebovic, et en réponse, il dit « Mais qui diable est en train de tirer de là-bas ?» Elle ne parle pas non plus de la pièce P 4359, l'ordre du 27 mai de Manic, invitant toutes les unités à être prêtes à ouvrir le feu, mais ne donnant pas d'ordre de tirer lors des négociations portant sur l'évacuation des casernes ce jour-là. Comme indiqué au paragraphe 925 à 932 de la mémoire de l'accusation, Mladic a ordonné au SRK de procéder au pilonnage de toute la ville de Sarajevo le lendemain. Cette écoute téléphonique montre combien Mladic jouait un rôle central pour tous les aspects de l'utilisation et l'approbation de l'utilisation des mortiers de la SRK, y compris le fait de tirer avec des mortiers de 82 mm. En tout état de cause, l'obus qui est arrivé rue Vasé Miskina le 27 mai venait de la SRK et
pas d'une grande théorie du complot ou pas d'un tir de la BIH qui aurait tiré verticalement en l'air pour que le but retombe sur elle. Enfin, au paragraphe 1899, le mémoire de la défense se fonde sur le démenti par Mladic du pilonnage de Vasil Miskina et de sa tentative de s'exonérer de toute responsabilité en parlant d'une enquête qu'il aurait prétendument ouverte. Il n'y a pas dans les dossiers de la SRK d'enquête au sujet du pilonnage à la fin du mois de mai, début juin. Et s'il y avait eu des enquêtes à l'époque, le général Mladic n'aurait pas dû regarder très loin pour retrouver le responsable des bombardements de la ville à l'époque, puisque c'était lui. Ceci nous amène à notre point suivant. Il y a en toile de fond de toutes les affirmations de la défense une tentative de reprocher à la BIH tout ce qui s'est produit à Sarajevo. Ce ne sont pas des tentatives qui sont nouvelles. Par exemple, paragraphe 1827 à 1835 de son mémoire, la défense essaie de faire endosser aux musulmans la responsabilité d'avoir recoupé tous les services publics aux collectivités. Cela, en fait, est un reflet de la stratégie de Mladic qui cherche à dissimuler les responsabilités de ses forces, comme c'est indiqué dans le discours qu'il a prononcé lors de la 16e Assemblée. Lors de ce discours, il a déclaré que ses forces couperaient l'électricité, le gaz et l'eau à Sarajevo, comme il l'avait fait en Croatie, tout en disant au monde que c'était les musulmans qui l'avaient fait et que les Serbes de Bosnie faisaient de leur mieux pour les réparer. Page P 431, page 38 à 39. Comme nous le voyons, les faits étaient différents. Et Mladic décidait de si et de quand Sarajevo recevait son approvisionnement en gaz et électricité. La défense ne s'arrête pas là. Au paragraphe 1853 de son mémoire, elle va jusqu'à dire que les dirigeants bosniaques et la BIH étaient les véritables auteurs de la campagne de pilonnage et de tir contre les civils de Sarajevo, comme si 3 ans et demi de pilonnage et de tir par la SRK pouvaient être justifiés ou expliqués entièrement par des tirs de Bosniens qui auraient pris pour cible leur propre population. Même les preuves de la défense ne donnent pas cette indication. Par exemple, dès 1425, un article de l'Independent invoqué par la défense au paragraphe 1156, cet article évoque les avis de certains fonctionnaires des Nations Unies anonymes qui ont souligné que les soupçons d'attaque perpétrés par l'ABH n'étaient qu'une petite minorité de tous les bombardements des forces serbes. Cet article, comme le montre également cet article, la défense se fonde sur des conjectures qui soit sont générales, comme nous l'avons prouvé, soit non fondées, soit basées sur la lecture de la presse par un témoin. En fin de compte, ces conjectures sont non fondées et ne résistent pas à l'examen. Dans de nombreux cas, des pans centraux essentiels des arguments de la défense sont basés sur des preuves non existantes. Par exemple, les preuves du propagandiste de la VRS, Milovan Milutinovic, au paragraphe 1962 du mémoire de la défense. Elles se fondent sur une citation de Milutinovic de Martin Bell qui a censément dit « J'avais l'impression d'être un simple soldat dans une armée dont les commandants musulmans avaient totalement perdu la tête et terrorisé leur propre population. » Fin de citation. Le problème, c'est que cette citation est fausse. Bell n'a jamais dit cela. Vous avez d'ailleurs devant vous la citation de Milutinovic et la citation de Bell donnée par Milutinovic et la vraie de
Et ensuite, vous avez la vraie citation de Bell. Et Bell a dit la chose suivante. Je me sentais comme un simple soldat dans une armée dont les commandants avaient collectivement perdu la tête. Et je le leur ai dit. Aux pages 30 056 à 30 058, Milutinovic a été confronté avec la vraie citation de Bell, ce qui montre que Bell parlait des actions de son propre gouvernement et pas des commandants musulmans, et qu'il n'a pas parlé du fait que la BIH aurait terrorisé sa propre population. Alors, quand on lui a demandé comment il se faisait qu'il avait cité Bell erronément, il a dit qu'il ne parlait pas l'anglais et finalement a essayé de faire endosser la responsabilité de cela à un journal local qu'il avait lu en serbe, ignorant le fait que cette déclaration qu'il avait attribuée à Bell et qu'il avait attribuée à un journal anglais venait d'un journal anglais et n'avait pas d'autre source. La défense essaie également de parler de cas où la BH tirait sur ses propres troupes. Le premier de ces faits supposés peut être trouvé au paragraphe du 655, où il est indiqué que le capitaine Hansen a demandé aux Bosniens de cesser de tirer sur leur propre population après le pilonnage du bâtiment de la RTV le 28 juin 1993. Cette affirmation est basée sur le seul témoignage de Oyen. Lorsqu'il a été interrogé directement sur cet événement, à la page 43 196, Oyen a déclaré ne rien pouvoir nous dire à ce sujet. Je ne m'en souviens pas, je n'étais pas là et je ne peux pas confirmer. En outre, il y a énormément de preuves que la défense passe sous silence. C'était en fait la SRK qui a lâché la bombe aérienne modifiée qui a touché le bâtiment RTV le 28 juin 1995. Cela est démontré par les preuves du témoin Brenskag qui a vu le projectile lancé par la partie serbe ainsi que par Arland et Brandbury et RM10 et les pièces à convection P966, P991, P7526, P6711. Le dossier d'enquête complet, versé dans le dossier sous P7572, D203, D65. Le montre également. Enfin, le rapport de la SRK, admis par la défense, mettant en lumière la nature fallacieuse de ces arguments. Le SRK, dans son rapport versé au dossier sous D147, a reconnu que c'était la SRK qui avait tiré et touché le bâtiment de la RTV le 28 juin. La défense fait abstraction de cela dans son analyse du pilonnage. Lorsqu'elle parle des tirs sur les trams, la défense cherche à se fonder sur D1810. C'est un document qui a été soigneusement sélectionné et qui provient de tout un dossier d'enquête du MUP de la BIH d'octobre 1994. Et pour répondre à cela, l'accusation a déposé la totalité du dossier sous P7852. Et le dossier montre que l'information utilisée par la défense était erronée et que les tirs venaient de des positions de la SRK à Grabavica. En outre, les preuves balistiques et les documents montrent que les témoins ont entendu plusieurs explosions, plusieurs tirs provenant des positions de la SRK ce jour-là. Ensuite, il y a l'incident ou le fait répertorié en annexe G4, le pilonnage du match de football le 1er juin 1993 à Dobrinja. Dans ce cas, la défense prétend même que c'est la BH qui a tiré le but. Et au paragraphe 1946, déclare qu'un nombre de positions d'artillerie de la BH étaient situées
à une distance plausible du projectile, notamment dans la zone de Toplick. Il est possible que le projectile provienne d'une de ces positions. Pour soutenir cette affirmation, le seul témoin cité est John Hamill. Le problème, c'est que John Hamill était un observateur des Nations Unies du côté Lima et pas Papa. Et les positions d'artillerie à Toplick qu'il décrit dans sa partie du témoignage appartiennent à la SRK et pas à la BIH. Le fait qu'il s'agissait de positions de mortier de la SRK dans la zone de Toplick a été confirmé par le commandant d'artillerie de la SRK, Savo Simic, qui a même déclaré que ces mortiers dans cette zone étaient pointés vers Dobrynia. La seule preuve dans le dossier montre que c'est la SRK qui possédait des mortiers dans la zone de Toplick. En outre, en plus de ces affirmations fausses sur Toplick, la défense évoque dans les paragraphes suivants la possibilité qu'un mortier mobile a été utilisé pour lancer un projectile provenant de la même direction. Cette fois-ci, il se fonde sur une partie du témoignage d'Habil qui n'a absolument rien à voir avec G4. Cette théorie, dans son ensemble, est absurde et nous pouvons regarder sur la carte l'itinéraire qu'auraient dû emprunter les hommes de la BH prétendument chargés d'actionner le mortier. Il s'agit d'une carte annotée par John Hamill, versée au dossier sous P539. Sur cette carte, la route entre Dobrynia et Toplick est indiquée et annotée en rouge. Sur la base de cet itinéraire, l'équipage du mortier aurait dû quitter Dobrynia, passer par le territoire de l'SRK, ensuite passer à travers Lukavica, où se situait le commandement de la SRK, et continue pour se rendre dans les alentours de Toplick. La zone entière est jalonnée d'artillerie de mortiers de la SRK, selon les preuves de Savo Simic. Est-ce que vous pensez qu'un mortier mobile de la BIH aurait pu passer par les positions de la SRK, tiré à 2 reprises, sans être repéré? On en aurait tout au moins parlé dans le rapport de la SRK pour le 1er juin, qui verse le dossier sous D 1778, mais non, ce rapport ne fait état d'aucun incident anormal ce jour-là. Et donc, il n'y a aucune preuve que cela ait pu avoir lieu. Pour G4, les preuves démontrent que la distance de feu minimum des mortiers place l'origine du tir au milieu du territoire de la SRK. Il s'agit simplement d'une tentative désespérée de montrer le contraire. Et je vois l'heure qu'il est peut-être temps de faire la pause. Le président, oui, il est temps de faire la pause. Nous reprendrons à 11h moins 10, à 11h moins 5.